Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Shanghai et avec mes deux invités. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération Sud-Sud. Et voilà le premier invité. Bonjour, Monsieur Ibro. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur de l'Institut de stratégie, d'évaluation et de prospective à Niamey. Alors tout d'abord, quel est votre regard sur cette notion de Sud global? En fait, le Sud global, de mon point de vue, c'est toute cette partie du monde qui, aujourd'hui, essaye de remettre en question les anciens paradigmes développés particulièrement par l'Occident. Parce que dans ce Sud global, vous aviez des pays, tous les pays du continent africain, tous les pays du continent quasiment asiatique, tous les pays du Moyen-Orient, bref, il n'y a que l'Europe occidentale et l'Amérique qui ne sont pas le Sud global. Alors, vous êtes économiste, vous parlez de paradigme. Il y a beaucoup de paradigmes dans le système économique mondial. Alors, quel est votre regard là-dessus? Quelles sont les directions de réforme ou d'innovation qu'on doit apporter dans ce domaine? Alors jusqu'à présent, jusqu'à justement avant l'apparition de cette notion de Sud global, les paradigmes sur lesquels tout le monde fonctionnait, c'était des paradigmes qui donnaient de la réalité quasiment au système capitaliste dans son fonctionnement. À savoir une recherche quasiment presque outrancière, n'est-ce pas, de profit. La seule chose qui compte, c'est comment faire globalement pour faire du profit, les aspects de type sociaux et quasiment humains, n'étaient pas pris en considération, en tout cas du point de vue concret. Et bien sûr, le système des Nations Unies, à travers les ODD, n'est-ce pas, dit de prendre en compte des aspects qui sont des aspects relatifs aux questions humaines et naturelles, mais dans les faits, ceci, du point de vue pratique, est totalement marginal. Voilà. Comment les pays du Sud peuvent travailler ensemble pour améliorer les défauts que vous avez mentionnés tout à l'heure? Alors, d'abord, les anciens paradigmes étaient les paradigmes qui sont issus globalement du consensus de Washington depuis 1980, qui consiste à libéraliser les économies, à prendre en considération que les questions de rentabilité, n'est-ce pas, à prendre en question que de faire de l'économie pure, de type totalement néoclassique. Il s'est avéré aujourd'hui que, bon, en fait, ce genre d'économie a fait beaucoup de dégâts. Dégâts au plan des ressources naturelles, dégâts au plan humain, parce qu'on a vu, n'est-ce pas, ce que le consensus de Washington a donné comme résultat en Afrique. Il a quasiment amené l'Afrique à s'appauvrir davantage, parce que le programme d'ajustement structurel, qui est en fait la réponse au consensus de Washington pour les États comme les nôtres, ont créé des effets pervers qui sont que on a quasiment on a créé une situation où il fallait désemployer les gens, particulièrement dans la fonction publique. Il fallait rendre les sociétés et les entreprises rentables. Et là-dessus, c'est sur quoi quasiment on s'est fondé, c'est sur justement de tout simplement enlever les gens de leur travail, etc. Donc vous voyez, il y a toute cette situation qui a été quasiment à la base de l'augmentation de la pauvreté, parce que tout d'un coup, à cause des exigences du consensus de Washington nous concernant, nous avions eu des ressources humaines qui ont été exclues des espaces de création, c'est de ça qu'il s'agit, de création et d'acquisition des ressources monétaires. Alors, c'est-à-dire que vous pensez qu'il doit avoir un autre, entre guillemets, consensus qui tient compte de la réalité de chaque pays?
Oui, absolument. Et je pense que c'est ça que le Sud global essaie de faire. Parce que le Sud global, ce qu'il essaie de faire, c'est de prendre en compte justement, de manière spécifique, ok, les situations des pays. Et parce que la prise en compte des situations des pays de manière spécifique signifie tout simplement qu'il y a un pays qui a sa spécificité sur tous les plans, économique, culturel, naturel, et qu'il n'y a pas à le mettre dans un carcan universaliste qui consiste à dire il faut nécessairement avoir des activités et telles qu'elles sont proposées par le consensus de Washington. Non, on va tenir compte de la réalité, et de cette réalité-là maintenant, aider les gens à aller un peu plus haut. Quelle est aujourd'hui la réalité au Niger? La réalité aujourd'hui au Niger, justement, c'est parce que ce qui s'est passé au Niger et partout en Afrique, c'est que depuis les années 80, les économies africaines avaient deux propositions. Une première proposition qui était la proposition du plan de Lagos, qui voulait faire la promotion de l'intégration africaine en tenant justement compte des spécificités africaines. Et l'autre proposition est celle qui a été faite par la Banque mondiale à la lumière du rapport Berg, n'est-ce pas, qui est celle de l'intégration de ces économies africaines dans le système de l'économie mondiale. Et donc, pour qu'on s'intègre dans le système de l'économie mondiale, il faut créer des conditions de compétitivité et donc des conditions de rentabilité. Or, les conditions de compétitivité qu'il fallait créer à l'époque, ce sont celles qui ont amené à ce que des ressources humaines soient exclues du processus de la production, parce qu'on disait il y a trop de personnel, parce qu'il y a trop de personnel qu'on paye presque pour rien, il faut les mettre de côté, et comme ça vous devenez beaucoup plus compétitif. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'économie du Niger n'a pas échappé à ça, et toute l'Afrique d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que la mise en œuvre du PASS a créé des effets pervers qui sont là, c'est que ça a amené à un approfondissement de la pauvreté, parce que des ressources humaines ont été exclues, n'est-ce pas, de la sphère du travail, donc de création de revenus, même de réception en tout cas de revenus, et ces personnes-là se sont trouvées sans emploi et sans argent. C'est ça la réalité. Et ceci s'est poursuivi parce qu'on continue encore à penser qu'il faut nécessairement que nous devenions compétitifs, n'est-ce pas? Mais les effets pervers sont que ça a augmenté la pauvreté sans qu'on soit devenu compétitif, justement. Donc, il faut changer la direction. Et maintenant, il faut changer de direction. Et le changement de direction signifie qu'il faut réfléchir un type de développement. Et je pense que le type de développement qui aujourd'hui est proposé est un type de développement qui s'intéresse d'abord aux questions humaines, qui sont très importantes, mais également aux questions sociales, mais également aux questions économiques. Ok. Et là-dessus, ça veut dire qu'il faut tout simplement voir comment participer à la création d'un autre système de production, qui ne soit pas un système de production de type capitaliste à outrance, mais un système qui peut permettre de créer de la valeur ajoutée, un système qui permette une bonne redistribution de cette valeur ajoutée, parce que c'est la valeur ajoutée qui se redistribue dans les revenus en termes de salaire, de revenus des entreprises, des marges de l'État. Et ça, c'est possible. À partir de ce moment-là, tout le monde peut progresser en même temps. Mais si c'est dans un système de type capitaliste, ceux qui s'accaparent la totalité de la valeur ajoutée, ce sont les détenteurs et spécifiques du capital. Vous avez commencé à vous intéresser à la Chine depuis que vous étiez très jeune. Comment la Chine vous a inspiré? Je pense que l'histoire de nos pays, comme celle de la Chine, comme celle de tous les pays qui ont été colonisés, mais particulièrement en Afrique, la colonisation a été dramatique. Parce qu'il y a eu ce que moi j'ai appelé un processus de dislocation, de transformation exogène, qui signifie que des gens sont venus avec leur perception et conception de la valeur, ils se sont trouvés en face d'autres personnes qui avaient une conception, une autre perception de la valeur, et qui ont imposé tout simplement leur perception de la valeur à ces gens-là. En faisant quoi?
en disloquant les structures qu'ils ont trouvées, sur les points de vue, en les transformant et en créant tout simplement un autre modèle. Et cette dislocation, transformation exogène, s'est réalisée à travers 4 à 5 choses. À travers l'école, la formation, à travers le système foncier. Okay, ils ont privatisé, ils ont imposé à ce qu'on fasse des réformes foncières privées. Okay, à travers les questions culturelles. Okay, et à travers un certain nombre de choses qui nous ont amenés à ce que tout d'un coup, on soit dans une société totalement déstructurée et très loin de nos valeurs d'antan. Et la difficulté, justement, qu'on vit et en Chine, et au Niger, et partout, c'est que aux indépendances, les gens ont utilisé, s'agissant de leur économie, les mêmes outils et les mêmes instruments qui procèdent et qui ont été élaborés et créés par les colonisateurs, mais sauf que eux, les colonisateurs, ils ont créé ces outils, ces méthodes, à la lumière d'un processus chez eux qui était un processus de dislocation, de formation endogène, que ce soit les dynamiques sociales qui ont amené à la transformation de leur économie, et sur cette base-là, ils ont créé les outils et les méthodes pour réfléchir et mettre à notre économie. Et on nous a appliqué ça, alors que ça n'a rien à voir. Alors, pour le développement économique, quelles sont, selon vous, les opportunités de coopération entre la Chine et le Niger aujourd'hui? Alors, je pense que nous avions beaucoup à prendre de la Chine, et c'est une opportunité qui est très importante pour nous, parce que le modèle chinois, on l'a vu, a donné ses preuves. Ça signifie que le Niger aujourd'hui, il va profiter de tous les avantages que nous donne la Chine, qui sont des avantages gagnant-gagnant. Qui signifie quoi? Sur la base de ce que nous avions, nous, comme possibilité, comme potentiel, d'autres personnes ont besoin de ça. Et on peut discuter dans des conditions sérieuses pour que chacun tire son épingle du jeu, comme on dit. Et c'est ça qui est important, je pense. Aujourd'hui, la Chine, de manière incontestable, à un niveau qui nous intéresse encore davantage, particulièrement parce qu'elle a un niveau de développement de l'intelligence artificielle qui est très important pour nous. Parce que nous, on a besoin justement de ça pour tout simplement faire un saut plus rapide. Parce que s'il faut nécessairement que nous reprenions par la base, c'est trop compliqué pour nous. Donc on a cette opportunité de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller plus rapidement dans nos besoins. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie également de m'avoir invité. Voilà mon deuxième invité. Bonjour, Dr Sylla. Vous êtes économiste sénégalais. Bienvenue dans notre émission. Voilà, puisque vous travaillez dans une institution sur le Sud global, quel est votre regard porté sur la coopération entre les pays du Sud? Bon, par rapport à la coopération Sud-Sud, bon, maintenant on voit qu'il y a beaucoup de pays du Sud, comme on dit, qui ont développé des capacités technologiques importantes, qui ont fait des progrès industriels importants. Et donc, jusqu'à ces 10-20 dernières années, à chaque fois, les pays, disons, du Sud allaient se tourner vers en tout cas, les pays occidentaux ou les anciennes métropoles. Et donc là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour que les pays du Sud échangent entre eux et qu'ils puissent apprendre mutuellement les uns des autres pour faire avancer en tout cas leur pays sur le plan économique, industriel. Et donc là également, on est à une phase où on va vers une certaine multipolarité, c'est-à-dire que, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine manière, jusqu'aux années 90-2000, le monde a penché d'un côté.
Maintenant, les anciennes, en tout cas grandes civilisations, des grands pays comme la Chine réémergent, s'imposent. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage global. Et je pense que c'est dans ce cadre que la coopération Sud-Sud doit s'inscrire. Et donc, il y a des choses à apprendre, il y a des opportunités, en tout cas, d'enrichissement mutuel. Et je pense que c'est sur cette voie-là qu'il faudrait aller en termes de commerce, en termes d'investissement, mais aussi en termes de transfert de technologie, etc. Donc, dans tous ces domaines, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se font déjà, mais il faudrait pouvoir maximiser leur impact. Parce que le monde dans lequel nous sommes aussi, c'est un monde qui est très, très incertain. Parce que le fait qu'il y ait des pays du Sud qui avancent, ça n'arrange pas toujours les anciennes puissances dominantes. Et donc, du coup, ça crée un monde de fractures. Et il est important que les pays, en tout cas, puissent tirer leur épingle du jeu, comme on dit. Quel est aujourd'hui le rôle des pays du Sud dans la modernisation mondiale? Bon, maintenant, il y a un rééquilibrage des relations internationales. Parce que le développement économique très rapide de la Chine et aussi de certains pays comme l'Inde, le Brésil, etc., ça a complètement changé la donne. Parce que en termes démographiques, disons, si on prend l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, ce genre de pays, bon, c'est peut-être 1 milliard de personnes sur peut-être 8 milliards. Donc, ça veut dire que l'essentiel, disons, de la population mondiale se trouve en dehors de l'Occident. Donc, si on raisonne en termes de marché, ça veut dire que les marchés se trouvent maintenant dans le Sud. Et donc, si on raisonne également en termes de prospective, en termes démographiques, en tout cas de perspectives démographiques, on voit que la croissance démographique également va se réaliser dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Donc, ça veut dire que la donne a changé. En termes technologiques, on voit également que bon, certains pays, dont notamment la Chine, ont fait des progrès, mais spectaculaires. Et donc, du coup, bon, ces pays peut-être n'ont pas le même revenu par habitant que les pays occidentaux, mais sont aussi avancés sur le plan technologique. Donc, ça veut dire que là également, ça change la donne. Et donc, il y a des possibilités pour que les pays bon, qui sont beaucoup moins riches, beaucoup moins avancés sur le plan industriel, apprennent de ces pays-là. Et donc, c'est tout ce monde-là qui est en train de, ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et donc, forcément, ces grands équilibres démographiques, technologiques, etc., vont peser. Et donc, ça va aller dans le sens du Sud global. Moi, c'est mon avis que le pouvoir économique global tend vers le Sud global. C'est une tendance objective et qui me semble un peu inexorable. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des formes de coopération Sud-Sud qui soient bénéfiques au peuple. Parce que nous sommes dans un monde, dans un système mondial, économique et financier qui repose sur beaucoup d'asymétries. Et ces asymétries, en fait, ne bénéficient pas aux pays les plus vulnérables, notamment les pays africains. Parce qu'en ce moment, par exemple, en tout cas depuis la pandémie, beaucoup de pays du Sud, notamment en Afrique, vivent une crise de la dette. C'est-à-dire que si ces pays n'ont pas fait défaut sur leur dette extérieure, ces pays consacrent des sommes importantes pour payer la dette au détriment de l'éducation, de la santé, etc. Et donc cette situation n'est pas soutenable. Donc il est possible, vu le poids des pays du Sud, s'ils sont solidaires, d'imposer un nouveau système mondial, économique et mondial, qui soit plus favorable au développement et aussi qui permette, disons, d'atteindre les objectifs climatiques. Cela est possible, mais ça demande de la solidarité. Et ça, c'est l'aspect politique. Donc, c'est l'aspect politique qui manque, parce que la notion de Sud ou de Sud global, bon, ça se fait en contraste, disons, avec le Nord global, mais aussi d'un point de vue historique, parce que la plupart des pays du Sud ont été d'anciennes colonies ou des pays qui ont été sous domination étrangère, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est en faire une entité politique cohérente, c'est-à-dire avec des objectifs communs qui permettent de peser sur la balance. Vous êtes économiste. Quel est votre regard porté sur la coopération économique entre la Chine et le Sénégal? Oui, en fait, la Chine a donné de l'intérêt à l'Afrique d'une certaine manière vis-à-vis du reste du monde. Parce qu'il fut un temps où on parlait d'une Afrique qui était marginalisée par la mondialisation, une Afrique qui n'était pas attractive pour le reste du monde.
Mais avec la réémergence de la Chine, quand la Chine est venue sur le continent, tout le monde a commencé à se dire, si la Chine y est, il faut qu'on y soit nous aussi. On ne va pas laisser la Chine toute seule en Afrique. Et donc, ça veut dire que la Chine a dit que l'Afrique est importante et il faut qu'on y soit, d'une certaine manière. Et donc, du coup, les autres puissances ont commencé à se dire également, il faut que nous soyons sur le continent, etc. Et pour proposer de meilleurs deals aux Africains. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait dans le cas d'un pays comme le Sénégal et d'autres? C'est-à-dire que, bon, il y avait très peu d'investissements de la part des anciennes puissances coloniales. Et souvent, quand il y avait des investissements, c'était des investissements liés avec l'aide. C'est-à-dire qu'on vous donnait de l'argent pour des outils de l'aide, mais c'est une aide qui était conditionnée. Conditionnée parce que vous devez acheter des produits de ces pays, ou bien, si ça passait par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il y avait un certain nombre de conditionnalités qui limitaient la souveraineté des États. Et donc, avec la Chine, il n'y a pas tout ça. Et donc, la Chine a beaucoup contribué au développement des infrastructures en Afrique, et notamment au Sénégal, il y a beaucoup d'infrastructures, des stades, des ponts, des autoroutes qui ont été réalisées grâce à la coopération avec la Chine. Et donc, le fait que la Chine puisse apporter une nouvelle offre, ça crée de la compétition. Et donc, c'est ça qu'il faut. Donc, on a de meilleurs deals. Ça ne veut pas dire que la relation entre la Chine et l'Afrique, tout est excellent, etc. C'est 20 sur 20. Mais ça veut dire que par rapport à ce qui avait existé, il y a un mieux. Et donc, il faut consolider ça pour aller de l'avant parce que la Chine est une puissance qui est très avancée sur le plan technologique, qui a été aussi vécu ce que les pays du Sud ont vécu. Donc la Chine ne viendra jamais en Afrique pour donner des leçons. Donc ça, c'est une chose que les Africains apprécient. Et donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment organiser une coopération solidaire qui permette à tous ces pays également d'engranger des progrès industriels significatifs qui leur permettront en tout cas d'atteindre leurs objectifs économiques, de rehausser le niveau de vie des populations, etc. Ça, c'est possible, mais ça demande aussi des efforts de la part des Africains pour que les Africains aient leur propre feuille de route en disant voici ce que nous attendons, voici ce que nous voulons, et organiser tout ça. Mais je pense qu'avec les sommets Chine-Afrique qui sont en train de se dérouler, et aussi, en tout cas, la coopération croissante, c'est des choses qui vont se matérialiser, et voilà, je suis optimiste par rapport à ça. Et plus précisément sur le plan financier, quelles sont les améliorations que les pays du Sud peuvent apporter pour réformer et améliorer le système financier mondial aujourd'hui? Oui, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on peut réformer le système financier mondial? J'aurais dit que je ne le pense pas. Parce que ce système n'a pas été fait pour nous. Quand je dis ça, c'est-à-dire que le système qu'on a économique et financier mondial, il a été créé en 1944 à la conférence de Bretton Woods. À l'époque, la plupart des pays africains et asiatiques étaient encore sous joug colonial, donc ils n'étaient pas à la table. Et donc, ils n'ont pas participé à l'élaboration de ce système financier et économique mondial. Donc, ce système n'a pas été fait pour eux. Donc, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tel que c'est structuré, ce n'est pas fait pour les pays du Sud. Par exemple, un pays comme la Chine, bon, représente une part importante du PIB mondial, peut-être environ 18%. Mais il représente peut-être 6% des quotas au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Ça, ce sont des choix politiques, ce sont des logiques de pouvoir qui expliquent ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse réformer le système financier mondial. Mais on peut créer des alternatives qui vont rendre obsolète ce système ou contraindre ce système à se réformer malgré lui. Et donc, je pense que les développements les plus intéressants sont ceux qui consistent à créer des systèmes de paiement alternatifs où les pays peuvent commercer entre eux sans passer par les devises dominantes. Et donc, je pense que pour moi, c'est là où il y a beaucoup de potentiel. Parce que l'une des origines fondamentales du problème de la dette extérieure, des crises de dette récurrentes, c'est l'obligation qu'ont les pays du Sud, généralement, d'accumuler des devises, disons des dollars ou des euros, pour pouvoir avoir accès aux biens produits à l'extérieur, aux biens dont ils ont besoin. Par exemple, quand vous voulez vous industrialiser, vous devez avoir accès à des machines, des équipements, des matières premières. Mais le système mondial vous dit que vous devez avoir des dollars ou des euros pour pouvoir les acheter. Si vous n'en avez pas assez, vous vous endettez et parfois, bon, le coût de l'endettement peut être élevé.
Parfois aussi, bon, vos revenus d'exploitation peuvent baisser parce que vous vendez des matières premières et leurs prix peuvent baisser et vous pouvez avoir des difficultés. Et quand vous avez des difficultés, le FMI et la Banque mondiale vont aggraver votre problème et souvent dénationaliser votre économie. On dit de libéraliser pour le bénéfice du capital étranger, etc. Donc maintenant, si on a un système qui dit qu'on peut commercer dans notre propre monnaie, ça, quelque part, ça enlève la contrainte extérieure vis-à-vis des États. Et ça va permettre des progrès rapides. Et donc, ce système-là, il est impossible à mettre en œuvre dans le cadre des institutions de Bretton Woods. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut créer quelque chose de parallèle, d'alternatif. Et quand vous créez ça, vous êtes crédible. Et donc, soit ce système se réforme de lui-même, malgré lui-même, ou il devient obsolète. Vous avez mentionné l'endettement, mais dans les médias, on entend souvent que la Chine, c'est l'origine des endettements des pays africains. Ça relève de la propagande occidentale. Parce que les pays qui sont exposés, disons, aux prêts chinois, c'est très peu de pays en Afrique. Peut-être c'est l'Angola, quelques pays comme ça, la Zambie. Mais l'Afrique, c'est 54 pays. Et donc la Chine n'est pas présente financièrement dans les 54 pays avec la même empreinte. Et donc, même dans ces pays où la Chine est présente, comme en Zambie, en fait, l'essentiel de la dette, c'est dû aux investisseurs privés, c'est-à-dire les détenteurs d'euro-obligations, les eurobonds, comme on les appelle. Donc, ça, c'est une forme de propagande pour dire que c'est la Chine qui est le problème. Mais les crises de la dette ont été récurrentes dans l'histoire des pays du Sud. Quand vous prenez un pays comme Haïti, à son indépendance, en fait, 2 décennies après son indépendance, on lui a imposé une dette en lui disant que vous devez payer une dette pour votre indépendance. Ce n'est pas la Chine qui a fait ça. Et donc, la dette a toujours été, la dette en monnaie étrangère a toujours été une arme utilisée par les puissants pour subjuguer les moins forts, les nations les moins fortes. Et donc, ça date d'il y a longtemps et ce n'est pas la Chine qui a créé ça, d'une certaine manière. Et donc, bon, quand ils disent que les problèmes de la dette sont dus à la Chine, non, ce n'est pas vrai. Nous, au Sénégal, pour l'instant, on n'a pas de crise de dette, mais on voit que le stock de dette a beaucoup augmenté. La Chine ne joue pas un rôle là-dedans. La dette, en tout cas pour la plupart, est due à certains États occidentaux, à certaines banques multilatérales, mais surtout aux marchés financiers internationaux. Et c'est les marchés financiers internationaux, généralement, qui s'opposent à la restructuration des dettes souveraines. Et donc, c'est là où ça se pose problème. C'est pourquoi je pense que pour nous sortir du système dette, il faut un autre système financier international, hors Bretton Woods, et où les pays pourraient commercer dans leur propre monnaie. Parce que dans ce cas, il n'y aurait pas besoin de s'endetter en monnaie étrangère pour pouvoir avoir accès aux besoins dont on a, aux biens dont on a besoin pour son propre développement économique. Je vous remercie d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.